La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 8, suite. Ellanocrate de Laris entra dans la conspiration pour un semblable outrage. Le tyran qui avait abusé de sa jeunesse, ne le renvoyant pas dans sa patrie comme il l'avait promis, Ellanocrate se persuada que cette intimité du roi ne venait point d'une passion réelle et qu'elle n'avait pour but que de le déshonorer. Paron et Héraclide, tous deux d'Aénos, tuèrent Cotys pour venger leur père, et Adamas trahit Cotys pour se venger de la mutilation outrageante qu'il lui avait fait subir dans son enfance. Bien souvent, on conspire par colère des mauvais traitements que l'on a personnellement éprouvés. Même des magistrats, des membres de familles royales ont tué des tyrans, ou du moins ont conspiré pour satisfaire des ressentiments de ce genre. À Mytilène, par exemple, les Pintalides, qui se plaisaient à parcourir la ville en frappant du bâton tous ceux qu'ils rencontraient, furent massacrés par Mégaclès, aidé de quelques amis. Et plus tard, Smerdis tua Pintillus, qu'il avait maltraité, et dont la femme le poussait à cette vengeance. Si, dans la conspiration contre Archélaüs, Decamnicus se fit le chef des conspirateurs, en les excitant le premier, c'est qu'il était plein de fureur de ce qu'Archélaüs l'eût livré au poète Euripide, qui le fit cruellement fouetter, pour l'avoir raillé sur sa mauvaise haleine. Bien des monarques ont payé de semblables outrages de leur vie ou de leur repos. La peur que nous avons indiquée comme une cause de bouleversement dans les républiques n'agit pas moins dans les monarchies. Ainsi, Artaban tua Xerxès dans la seule crainte qu'on apprit au roi qu'il avait fait pendre Darius malgré l'ordre contraire qu'il en avait reçu. Mais Artaban avait d'espérer d'abord que Xerxès oublierait cette défense qu'il lui avait faite au milieu d'un festin. Le mépris amène aussi des révolutions dans les États monarchiques. Sardanapale fut tué par un de ses sujets qui, si l'on en croit la tradition, l'avait vu tenant la quenouille au milieu de ses femmes. En admettant que ce fait soit faux pour Sardanapale, il peut certainement être vrai pour un autre. Dion ne conspira que par mépris contre le jeune Denis, en voyant que tous ses sujets en faisaient si peu de cas et qu'il était lui-même plongé dans une perpétuelle ivresse. C'est surtout par des motifs de cet ordre que se déterminent même parfois les amis du tyran. La confiance dont ils jouissent auprès de lui leur inspire le dédain et l'espoir de cacher leur complot. Souvent, quand on se croit en position de saisir le pouvoir de quelque manière que ce soit, il suffit de mépriser le tyran pour conspirer contre lui. Car lorsqu'on est puissant et que poussé par la conscience de ses forces on dédaigne le danger, on se décide aisément à l'action. C'est ainsi que bien souvent les généraux n'ont pas d'autre motif pour conspirer contre les rois qui les emploient. Par exemple, Cyrus renversa Astyage, dont il méprisait la conduite et la puissance, et qui avait renoncé à l'exercice personnel du pouvoir pour se livrer à tous les excès du plaisir. Ctès, le Thrace, conspira de même contre Ammodocus, dont il était général. Plusieurs motifs de ce genre peuvent se réunir pour déterminer les conspirations. Parfois, la cupidité se joint au mépris. Témoin, la conspiration de Mithridate contre Ariobarzane. Ces sentiments agissent surtout puissamment sur les hommes d'un caractère hardi et qui ont su obtenir auprès des monarques une haute fonction militaire. Le courage, quand il est aidé de ressources puissantes, devient de l'audace, et décidé par ces deux motifs, on conspire parce qu'on se croit à peu près certain du succès. Les conspirations par désir de la gloire ont un tout autre caractère que celles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Elles n'ont pour mobile ni l'envie des richesses immenses, ni le désir des honneurs suprêmes que le tyran possède et qui font si souvent conspirer contre lui. Ce n'est point par des considérations de ce genre que l'homme ambitieux se risque au danger d'un complot. Il laisse à d'autres les motifs vils et bas que nous venons de rappeler.
Mais de même qu'il s'aventurerait dans toute entreprise inutile, mais qui pourrait donner renom et célébrité, de même il conspire contre le monarque, avide non de puissance mais de gloire. Les hommes de cette trempe sont excessivement rares, parce que de telles résolutions supposent toujours un mépris absolu de sa propre vie, dans le cas où l'entreprise viendrait à échouer. La seule pensée dont on doit alors être animé est celle de Dion. Mais il est difficile qu'elle puisse venir à bien des cœurs. Dion, quand il marcha contre Denis, n'avait avec lui que quelques soldats, déclarant que, quel que fût d'ailleurs le succès, c'en était assez pour lui d'avoir mis la main à cette entreprise, et que, mourût-il aussitôt en touchant la terre de Sicile, sa mort serait toujours assez belle. La tyrannie peut être renversée, comme tout autre gouvernement, par une attaque extérieure venant d'un État plus puissant qu'elle et constituée sur un principe opposé. Il est clair que ce gouvernement voisin, par l'opposition même de son principe, n'attend que le moment de l'attaque, et dès qu'on le peut, on fait toujours ce qu'on désire. Les États de principes différents sont toujours ennemis entre eux. La démocratie, par exemple, est l'ennemi de la tyrannie, tout autant que le potier peut l'être du potier, comme dit Hésiode, ce qui n'empêche pas que la démagogie poussée à son dernier terme ne soit aussi une véritable tyrannie. La royauté et l'aristocratie sont ennemis par la différence même de leurs principes. Aussi les Lacédémoniens avaient-ils pour système constant de renverser les tyrannies, comme le firent aussi les Syracusains, tant qu'ils furent régis par un bon gouvernement. La tyrannie trouve en son propre sein une autre cause de ruine quand l'insurrection vient de ce même qu'elle emploie. Témoin la chute de la tyrannie fondée par Gélon, et de nos jours celle de Denis. Thrasybule, frère d'Hiéron, s'attachait à flatter toutes les folles passions du fils que Gélon avait laissé et le plongeait dans les plaisirs pour régner sous son nom. Les familiers du jeune prince conspirèrent non pas tant pour renverser la tyrannie même que pour supplanter Thrasybule. Mais les associés qu'ils s'étaient donnés saisirent cette favorable occasion pour les chasser tous. Quant à Denis, ce fut Dion, son parent, qui marcha contre lui, et put, avant de mourir, expulser le tyran à l'aide du peuple soulevé. Des deux sentiments qui causent le plus souvent les conspirations contre les tyrannies, la haine et le mépris, les tyrans méritent toujours au moins l'un, c'est la haine. Mais le mépris qu'ils inspirent amène fréquemment leur chute. Ce qui le prouve bien, c'est que ceux qui ont personnellement gagné le pouvoir ont su le conserver, et que ceux qui l'ont reçu par héritage l'ont presque aussitôt perdu. Avilis par les dérèglements de leur conduite, ils tombent aisément dans le mépris et fournissent de nombreuses et excellentes occasions aux conspirateurs. On peut ranger aussi la colère dans la même classe que la haine. L'une et l'autre poussent à des actions toutes pareilles. Seulement la colère est encore plus active que la haine parce qu'elle conspire avec d'autant plus d'ardeur que la passion ne réfléchit pas. C'est surtout le ressentiment d'une insulte qui livre les cœurs aux emportements de la colère. Témoin la chute des Pisistratides et de tant d'autres. Cependant la haine est plus redoutable. La colère est toujours accompagnée d'un sentiment de douleur qui ne laisse pas de place à la prudence. L'aversion n'a point de douleur qui la trouble dans ses complots. Pour nous résumer, nous dirons que toutes les causes de révolution assignées par nous à l'oligarchie excessive et sans contrepoids et à la démagogie extrême s'appliquent également à la tyrannie, car ces deux formes de gouvernement sont de véritables tyrannies divisées entre plusieurs mains. La royauté a beaucoup moins à redouter les dangers du dehors, et c'est ce qui en garantit la durée. Mais c'est en elle-même qu'il faut rechercher toutes les causes de sa ruine. On peut les réduire à deux. L'une est la conjuration des agents qu'elle emploie. L'autre est sa tendance au despotisme. Quand les rois prétendent accroître leur puissance même aux dépens des lois, on ne voit guère de nos jours se former encore des royautés, et celles qui s'élèvent sont bien plutôt des monarchies absolues et des tyrannies que des royautés. C'est qu'en effet, la véritable royauté est un pouvoir librement consenti et jouissant seulement de prérogatives supérieures.
Mais comme aujourd'hui les citoyens se valent en général, et qu'aucun n'a une supériorité tellement grande qu'il puisse exclusivement prétendre à une si haute position dans l'État, il s'ensuit qu'on ne donne plus son assentiment à une royauté, et que, si quelqu'un prétend régner par la fourbe ou par la violence, on le regarde aussitôt comme un tyran. Dans les royautés héréditaires, il faut ajouter cette cause de ruine toute spéciale, à savoir que la plupart de ces rois par héritage deviennent bien vite méprisables, et qu'on ne leur pardonne pas un excès de pouvoir, attendu qu'ils possèdent non pas une autorité tyrannique, mais une simple dignité royale. La royauté est très facile à renverser, car il n'y a plus de roi du moment qu'on ne veut plus en avoir. Le tyran, au contraire, s'impose malgré la volonté générale. Telles sont pour les monarchies les principales causes de ruine. Je n'en énumère point quelques autres qui se rapprochent de celles-là.